Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Frédéric et bonjour Stéphane, merci d'être avec nous cette année à nouveau. Je voulais peut-être me référer déjà au plan qui a été préparé par Olivier Andriès depuis son arrivée il y a un an et demi maintenant, je crois. Il est arrivé le 1er janvier 2021. 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans. Ce plan, vous le mettez en œuvre autour de 3 priorités, et notamment la transition et la transformation digitale du groupe. Pouvez-vous nous rappeler un peu les grandes lignes de ce plan et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec seulement finalement quelques mois de recul? Alors, vous faites bien de préciser, il faut rendre à César ce qui est à César pour commencer, c'est que la transformation digitale de Safran est un des grands marqueurs d'Olivier Andriès, le nouveau directeur général de Safran depuis le 1er janvier 2021. Ça fait partie, comme vous dites, des 3 grandes priorités de Safran: la décarbonation de l'aérien, le développement des marchés de la souveraineté, y compris le spatial, et bien sûr donc la transformation digitale. Alors cette transformation digitale, elle est plein gaz. Excusez-moi de faire cette référence à l'aéronautique. Ce qui a été souhaité initialement par Olivier Andriès, c'est de changer de dimension dans la transformation digitale, de l'industrialiser et de l'accélérer. Voilà. Et donc, ce qui nous a été demandé, à moi en charge de la transformation digitale, avec les principaux partenaires métiers, notamment évidemment les ressources humaines et sociétales représentées par Stéphane Debois ici, c'est d'avoir une démarche extrêmement mobilisatrice, très structurée, très organisée, en profondeur. Pour vous donner une idée en quelques chiffres, c'est 2000 personnes en interne qui sont impliqués aujourd'hui dans la démarche de transformation digitale de Safran. Ça, c'est un des grands marqueurs, c'est-à-dire qu'on a considéré que pour réussir notre transformation digitale, il fallait la faire par les opérationnels de Safran. Et donc, c'est extrêmement bien engagé. Et aujourd'hui, je peux témoigner qu'on a plus de 600 projets qui représentent 800 millions d'euros des dépenses qui ont été identifiées. Et on prend n'importe quel domaine, je peux vous donner des KPI par exemple sur le manufacturing 4.0. On a développé une nouvelle méthode qui s'appelle Lean 4.0, qui fait la référence au Lean. Et sur nos 600 lignes de production, on a 100 chantiers Lean 4.0 qui sont déjà engagés. Donc vous voyez, cette transformation en grande échelle, elle est partie vraiment plein gaz. C'est une condition de l'impact d'avoir vu très large et puissamment comme ça, en s'adressant à beaucoup de collaborateurs et dans tous les lieux de l'entreprise. Alors la première conviction, et là je dois dire qu'il y a un alignement des planètes depuis Olivier Andriès, le COMEX, les opérationnels, etc. C'est que si on ne réussit pas cette transformation digitale, on ne traitera pas nos enjeux de demain. Par exemple, sur le processus développement, sur l'engineering 4.0, si on ne fait pas la transformation digitale pour accélérer nos développements, réussir du premier coup nos développements, ça passe par de la continuité numérique, des modèles Bell System Engineering, etc., eh bien, on ne sera pas au rendez-vous de nos grands développements de demain qui servent à la décarbonation de l'aérien, qui servent à atteindre nos objectifs sur le développement des marchés de la souveraineté qui sont critiques. Donc par exemple, le développement durable, qui est un des grands sujets d'aujourd'hui, qui est au cœur de nos objectifs, développement durable de notre business, de l'aérien, on ne le réussira pas si on ne fera pas la transformation digitale. Et il y a cette conviction profonde qui est ancrée. Et la deuxième conviction, c'est que pour réussir cette transformation digitale, c'est les opérationnels eux-mêmes qui doivent le faire. Alors on a une chance et un levier clé qui explique pourquoi il y a une telle mobilisation. C'est que dans le secteur de l'aéronautique, chez Safran, mais d'ailleurs chez les autres, il y a quand même une très grande tradition d'innovation. On est dans le domaine de la high-tech, donc de la high-tech industrielle. Et donc, c'est assez naturel pour les collaborateurs d'être embarqués dans une démarche d'innovation à grande échelle. C'est assez naturel, mais pour autant, comment est-ce que vous accompagnez cette montée en compétences massive sur le digital ? Alors, cette montée en compétences, donc, vous avez compris qu'on est beaucoup dans le learning by doing.
mais 2000 personnes qui font, qui eux-mêmes sont accompagnés par des groupes domaine leaders, donc qui sont soutenus. Il y a une sorte de coaching interne. Mais notre but n'est pas simplement les 2000 personnes, mais de toucher les 80 000 salariés. Col blanc ou frontliner, évidemment. Et donc là-dessus, avec l'aide de l'ensemble des équipes ressources humaines et notamment de Safran Université, l'équipe de formation, on a développé une démarche particulière de montée en compétences et d'upskilling sur tous les domaines. Par exemple, sur la data 4.0, on a développé un certain nombre de cursus internes, parfois diplômants, pour les 450 personnes qui sont impliquées sur la data. D'ailleurs, nous sollicitons NetExplo sur Data for Manager également pour une autre couche de managers chez Safran. Et nous avons développé aussi une approche purement digitale qui s'appelle la Digital Academy, où on retrouve tous les parcours qui se font en classroom ou en présentiel, mais aussi de façon très fun et très ludique, de très nombreux modules de mise à niveau, à la fois sur ce qu'est la transformation digitale de Safran, quelles sont les grandes tendances de demain, et aussi des formations plus spécifiques, très techniques, liées à des leviers de transformation digitale dans chaque métier. Nous avons lancé cette Digital Academy le 4 juin de cette année, et depuis le 4 juin de cette année, on a déjà 22 000 personnes qui sont allées sur la plateforme faire des modules et voir ce qui se passait en termes d'upskilling. Donc vraiment des leviers digitaux également pour accompagner cette transformation digitale. Et comment est-ce que vous avez fait vivre cette appétence là pour se former? Est-ce que c'était une injonction de l'entreprise, des managers ou des RH? Alors, ou est-ce que c'était aussi une envie personnelle ou les deux à la fois peut-être? Très bonne question. Comment on a suscité cette appétence? Alors, on l'a suscité par des événements. On a fait beaucoup de com, et on a fait une grande com, et là, je salue la direction de la communication de Safran s'ils nous écoutent aujourd'hui, extrêmement ludique. Parce que ces formations, on a misé sur le côté ludique. Par exemple, on peut faire des battles entre salariés, on a organisé des massifs battles sur certains sujets. On a essayé vraiment de faire quelque chose qui n'est pas rébarbatif. On a essayé dans les tendances digitales de répondre aussi à des questions que tout le monde se pose. Tout le monde se pose des questions sur le cloud computing, sur les NFT, sur la blockchain open source, libre ou privée, etc., etc. Donc on a vraiment essayé d'attirer les personnes par le côté ludique. Belle réussite, visiblement. Stéphane Dubois, je voulais vous poser une question. Là, on vient d'évoquer évidemment le grand game changer numérique et donc toute la transformation qu'il implique pour une entreprise comme Safran. Il y a un deuxième game changer qu'on aborde beaucoup depuis l'année dernière dans cet observatoire des transformations et des compétences d'avenir et qu'on aborde particulièrement aujourd'hui, qui est celui de la sustainability, donc avec son pilier environnemental et sociétal évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les objectifs du groupe Safran et la manière dont il s'engage sur cette transformation? Écoutez, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, je dirais même de vital pour un groupe d'aéronautique. Et donc c'est absolument au cœur de la stratégie. La transformation digitale est évidemment un point important qui va aider à cette transformation climatique auquel on a bien l'intention de concourir. Le point vraiment et l'ambition première, c'est de décarboner l'aéronautique. Et on a pris un engagement qui est d'être net zéro en 2050, mais on a des engagements beaucoup plus court terme, en 2025, avoir 30% de réduction de nos émissions, dès 2030, 50%, sur lequel on travaille évidemment énormément. Alors, tout ça sont des chiffres et finalement, je dirais beaucoup d'entreprises mettent ces chiffres en avant. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on investit 4,2 milliards dans les 5 prochaines années dans la R&D pour construire de nouveaux moteurs, pour construire de nouveaux produits aéronautiques qui vont contribuer à cette décarbonation. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et puis, on travaille aussi beaucoup
s'engager sur la mise au point de carburants SAF et l'utilisation de carburants SAF. Donc, ce sont des carburants bio qui sont utilisés dans nos moteurs pour nos tests. Aujourd'hui, plus de 30% de nos tests sur les moteurs se font avec ce type de carburant. On a des hélicoptères qui peuvent déjà aujourd'hui voler complètement avec ce type de carburant. Donc ça, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, sur lesquelles véritablement on est en train de poser pas après pas une vraie transformation. Et on voit bien qu'avec un investissement aussi important, encore une fois, que les 4 milliards d'euros que j'évoquais, c'est quelque chose qui est nourri avec une énergie extrêmement importante dans l'ensemble des métiers de l'entreprise. J'imagine que comme l'évoquait Airbus tout à l'heure, vous n'avez pas commencé avant-hier sur ces processus d'innovation et que chez Safran, on est déjà sur le sujet depuis plusieurs années. Oui, c'est effectivement dans l'ADN de l'entreprise, puisque si on essaie de regarder depuis finalement la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près amélioré par un facteur 5 les émissions de carbone sur nos moteurs. Ce que l'on doit faire dans les prochaines années, c'est quasiment de faire le double de ce qu'on a pu faire sur cette période, mais le faire sur une période beaucoup plus réduite. Et donc, ça revient à multiplier des efforts, vraiment concentrés sur une dizaine d'années pour arriver à un moment de vraie rupture technologique. Le moteur qui va nous permettre de le faire, on l'a lancé l'année dernière, il s'appelle RISE. Donc ça, pour ceux qui sont un peu intéressés par l'aéronautique, vous pouvez aller regarder sur Internet, vous verrez, c'est un moteur qui est vraiment très différent dans sa conception. Et donc qui va amener une rupture technologique sur le marché. On ambitionne de pouvoir le développer et qu'il soit sur des différents avions à partir de 2035. Donc ce sont des choses qui sont réelles, concrètes, qui sont en train de se passer. Oui, parce que c'est vrai que quand on est en R&D comme ça, le temps est long, même si vous avez une ambition d'accélération. Et donc il faut maintenir l'appétence, l'ambition, l'engagement auprès de tous les collaborateurs, même sur un temps long. Peut-être que quand on est ingénieur, on est habitué à être patient et comment on fait pour jalonner... la conception d'un avion, vous savez, parler d'une dizaine d'années, d'arriver à avoir un avion avec de nouveaux moteurs qui va avoir une empreinte carbone réduite de au moins 30%, c'est absolument colossal. Encore une fois, on est vraiment en échelle de temps sur ce qu'on a réussi à faire entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Donc sur 10 ans, on va faire quasiment autant. C'est ça le rapport. Et c'est parfaitement réaliste et c'est en cours. C'est ça qui est important en fait de retenir, c'est qu'on n'est pas du tout dans du wishful thinking, on est simplement en train de le réaliser posément, étape après étape, et c'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est une très belle information. Merci beaucoup. Frédéric Verger, on a évoqué avec vous il y a quelques minutes l'ambition de transformation digitale. Un peu plus tard dans la journée, on parlera un peu de métaverse. La technologie virtuelle chez Safran, c'est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, que vous expérimentez, que vous utilisez même. Je voulais vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui, dans votre groupe, vous abordez le sujet, je dirais, de la réalité étendue, virtuelle, mixte et du métaverse. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Quelle est votre vision? Quels usages envisagez-vous? Alors, vous faites bien de séparer peut-être d'un côté réalité augmentée, réalité virtuelle avec métaverse, parce qu'il y a plusieurs définitions du métaverse et je crois que vous allez bien cadrer ce sujet tout au long de la journée. Sur la réalité augmentée, c'est d'une utilité extrême dès à présent et tout particulièrement dans une des étapes clés du processus de fabrication qui sont les contrôles qualité. Donc les contrôles qualité avec de la réalité augmentée, ça permet de fiabiliser les contrôles, d'automatiser les contrôles, d'avoir des sanctions automatiques extrêmement intéressantes. La réalité virtuelle, pour nous, c'est du concret à deux niveaux. Alors au niveau de la formation, on a aujourd'hui concrètement des équipes sur les Final Assembly Line
que l'on forme avant de les mettre sur les lignes finales d'assemblage avec un casque de réalité virtuelle. Donc ça, c'est un exemple typique. On a des formations aussi sécurité. Tout le monde a des préoccupations sécurité qui sont extrêmement intéressantes, je pense, pour les opérateurs et qu'on commence à faire en réalité virtuelle également. Donc ça, c'est vraiment le cas d'usage en réalité virtuelle. La deuxième application, c'est le Building Information Modeling, c'est-à-dire la modélisation d'un site industriel. Quand on met en place des nouvelles lignes de production, on est absolument contraint par l'espace, par la sécurité, par les passages qu'il faut ouvrir, et on essaie de travailler l'ergonomie, et ça, c'est un levier clé. Alors sur le métaverse, on aborde ça de façon modeste. Métaverse, avatar. Chez nous, les avatars, c'est surtout les avatars de nos produits. Donc là, par contre, on est extrêmement intéressé et on travaille bien sûr avec toutes les dernières technologies sur les avatars de nos moteurs tout au long de leur cycle de vie. Depuis la phase de développement, donc on parlait des développements sur 10 ans, mais il y a des étapes intermédiaires, par exemple le RISE, il y aura un démonstrateur en 2025 qui sera un démonstrateur réel, et de l'autre côté on aura son avatar qu'on gérera dans les directions techniques. Donc les avatars de nos produits dans nos outils de PLM, dans nos outils de 3D, c'est une réalité. Après, les avatars humains pour la collaboration, on regarde ça de façon attentive. J'ai eu la chance de participer à une réunion en réalité virtuelle avec mon avatar. On trouve ça intéressant. Je pense que ça va se développer, que ça va changer l'interaction que l'on a entre nous. Et donc, ça peut avoir un intérêt dans le contexte international, mais c'est un peu plus naissant, vu de notre fenêtre. Alors, de notre hublot, pardon. Ce que vous appelez l'avatar du moteur, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique ou c'est autre chose Oui, voilà, donc il y a le jumeau numérique des moteurs ou des trains d'atterrissage ou d'un certain nombre de parties, par exemple de la nacelle qui enrobe le moteur, qui est en fait avec une double peau et qui a l'inverseur de poussée. Et ça nous est extrêmement utile lorsque, par exemple, on fait une nouvelle ligne d'assemblage pour les nacelles. On a ce jumeau numérique qu'on peut déplacer dans une usine virtuelle et on voit où positionner les équipements et comment s'organiser. Donc ça a des applications pratiques. Donc on est plus sur des avatars de nos produits que sur les avatars des personnes. Pour l'instant. For the moment. J'avais une question, Stéphane, justement. La crise sanitaire nous a amené à changer un peu les modes de travail, notamment avec l'introduction du travail à distance et les interactions via les outils collaboratifs à distance. Ça a eu effectivement un impact très fort dans toutes les entreprises, notamment chez Safran. Quelle est pour vous la principale menace et la principale opportunité de ce nouveau mode de travail entre les collaborateurs ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de conséquences à cette crise Covid sur la relation entre les collaborateurs et l'entreprise. Je pense qu'il faut regarder les choses à ce niveau-là et surtout pas se focaliser sur la partie télétravail ou home office dont on a beaucoup parlé. Ce que je constate, c'est que finalement, à la sortie de cette crise, il y a vraiment plusieurs phénomènes qui jouent. D'abord, il y a une formidable individualisation de la relation de travail qu'il faut bien reconnaître que nous, RH, avions largement engagé avec nos politiques de talent, etc., et qui s'est terriblement accéléré au point de peut-être créer un déséquilibre dans la relation entreprise-collaborateur. Et je pense que de ce point de vue-là, reposer du collectif, un travail ensemble et un sens à ce travail est quelque chose d'essentiel. Donc il y a quelque chose d'important dans le fait de recréer du collaboratif au sein de l'entreprise. Ça me semble vraiment un élément vraiment majeur. Sur les points très importants, il y a évidemment une accélération très forte de la digitalisation. Mais encore une fois, c'est pas tant de la question du télétravail, mais plutôt celle de quand on vient au travail, qu'est-ce qu'on y fait. Et au-delà de ça, des outils
qui nous sont mises à disposition. Chez Safran, on a aujourd'hui en RH un outil qui va nous permettre vraiment d'être tout à fait complet dans notre offre aux collaborateurs et surtout de développer ces concepts d'employee centricity, de faire en sorte que, de même qu'on s'intéresse à la relation qu'on a évidemment avec le client, que le collaborateur ait à sa disposition, par le biais d'une valorisation de la donnée, énormément d'informations sur lesquelles ils puissent interagir. Par exemple, bien sûr, toutes les offres d'emploi qu'il peut y avoir dans le monde. Au-delà de ça, la possibilité de faire une auto-évaluation sur ses propres compétences par rapport à son métier actuel, mais celui qu'il souhaiterait faire demain, ou même son métier qui va évoluer demain, que les formations puissent lui être poussées pour évidemment en permanence pouvoir évoluer, être mis en contact au travers que ce soit d'éléments de gaming, de communauté avec Yammer ou autre. Mais vous voyez par exemple, un des points de collaboratif qui se recrée, c'est tout ce qui peut se faire autour de certaines communautés qui vont travailler sur le climat dans l'entreprise, et ça de façon indépendante, je dirais, de toute organisation du travail. Ce sont des collaborateurs qui estiment que le sujet est suffisamment important pour travailler ensemble, apporter des solutions, proposer en interne. Et ça, ce sont des choses assez nouvelles que l'ensemble des outils, à la fois collaboratifs, mais aussi des outils de développement des compétences, nous ont permis finalement de mettre en œuvre dans cette sortie de crise. Donc c'est effectivement beaucoup d'opportunités, mais malgré tout, il y a quand même des menaces, non ? Comment est-ce que vous les adressez justement ? Les menaces, elles sont dans l'ultra-individualisation. C'est vraiment pour moi la marque des temps. Je pense que le marché du travail tel qu'il se dessine aujourd'hui a accentué un peu ce phénomène. Mais à un moment donné, se pose la question de ce qu'est une entreprise. Est-ce qu'une entreprise est quelque chose qui regroupe des gens qui sont totalement hors de l'entreprise ? Quelle est leur part dans l'entreprise et où se trouve le bon équilibre ? On voit bien que dans un certain nombre de pays, la question d'être complètement hors de l'entreprise est posée. Qu'est-ce que ça donnera comme entreprise à horizon de 3, 4, 5 ans ? Je pense que la question est vraiment posée et je pense que ça impose aux entreprises aujourd'hui de prendre une position claire et qui soit parfois peut-être à contre-courant de certaines évolutions, certaines demandes. Et typiquement chez Safran, on met clairement une limite au télétravail ou au freelancing ou ce genre de choses pour des raisons à la fois de souveraineté, parce qu'il y a aussi à protéger un savoir, et cette question-là se pose très naturellement, et parce qu'on considère que fondamentalement, ce qui fait l'ADN de notre transformation et ce qui nous permet d'avancer, c'est notre collectif. Et c'est certainement là où réside la valeur première de l'entreprise. Et de l'affirmer et de l'organiser, parce que c'est la question qui se pose derrière, évidemment, l'organisation du travail, c'est quelque chose de très important et probablement ce qui sera le plus segmentant entre les entreprises demain, je pense. Tout à fait. Celles qui auront finalement gardé leur savoir-faire, gardé leur esprit d'équipe, leur collectif, et celles qui se sont un peu éparpillées dans les nuées de l'entreprise fluide, c'est ça, Sandrine, que tu as théorisé en son temps il y a quelques années déjà. Oui. La difficulté, c'est quand on éclate les lieux de travail, les modalités de travail, quand on s'éloigne en fait d'une ruche, enfin d'un centre qui récupère tout le monde et qui permet à chacun de se sentir porteur d'un maillot et participant à une équipe bien constituée. On prend le risque de voir s'effilocher le lien, et puis partir des talents. Ou baisser en motivation et en engagement, c'est ce que vous émettez comme réserve ? Je pense que la question première, c'est où une entreprise crée sa valeur. Et avant tout, une entreprise crée de la valeur, fondamentalement, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec l'ensemble de ses parties prenantes, avec son écosystème. Et on voit bien aujourd'hui à quel point la question de la supply chain est absolument prégnante. Bon, si cette analyse vient être perturbé par le fait qu'à un moment donné, une surindividualisation de la relation entre des collaborateurs et l'entreprise fait que cette valeur n'existe plus ou n'est plus existante de la même façon, je pense que
on doit se poser la question de la pérennité du collectif dans une entreprise. Et une entreprise, c'est avant tout un lieu de travail commun dans lequel on crée de la valeur pour des clients, bien entendu, mais avec l'ensemble d'un écosystème. Et il me semble quand même qu'on est dans un moment où ces éléments-là sont un peu oubliés. Et je vois bien toute la nécessité d'avoir un discours très attractif sur le télétravail. Mais encore une fois, quelle est la pérennité de l'entreprise dans sa création de valeur ? Et ce qu'évoque ici Stéphane Dubois, Frédéric, c'est aussi peut-être ce qui motive, en tout cas, votre prudence et vos interrogations quant à l'usage du métaverse comme un autre espace possible demain de travail. Enfin, J'aime bien votre image de la ruche. Je trouve que c'est une bonne idée d'appeler ça la ruche. Ça donne envie d'y aller. Et si vous voulez, je pense que, comme l'explique Stéphane, les lieux physiques dans l'entreprise, ça doit être demain des lieux collaboratifs, fun, de socialisation. Voilà, la ruche, c'est un espace commun, collaboratif, fun. Et après, si on n'est pas dans le monde réel, on est dans le monde virtuel. Et ben dans le monde virtuel, ça doit être la même chose. On doit se sentir dans une ruche collaborative, fun et très, très, très attirante. Et donc on a beaucoup ce souci dans le développement du collaboratif. On parlait de la gestion de communauté qu'on laisse se développer de façon libre, etc., de rendre ça fun. Et en fait, on a pris, nous, des relais internes qu'on a appelés des shifters. Donc on a 1200 personnes qui motivent leurs collègues à travailler dans le collaboratif, à aller dans des communautés, etc. On a créé des accompagnants, des mini-coachs internes pour que dans le monde virtuel, parce qu'effectivement, il y a du télétravail, parce qu'il y a des déplacements, parce qu'on peut être multisite, on est quand même toujours des lieux de rencontre pour le commun et où on s'engage tous ensemble sur des mêmes projets. Je trouve ça vraiment intéressant de voir à la fois la vision d'une entreprise et ce qu'elle veut, elle, dire d'elle-même et de ses valeurs autour justement de cette notion de télétravail, revenir sur le lieu de travail, etc. Et je trouve très intéressant que vous rappeliez que un collectif, ça s'anime, ça va pas de soi. C'est pas parce qu'on ouvre des espaces en réel ou en espace digital que le collectif se forme et que donc il faut y mettre de l'intention, il faut y mettre de l'énergie et il faut y mettre aussi de l'animation qui passe au travers de collaborateurs shifters. Exactement, il faut y mettre du cœur aussi. Merci. Plein gaz donc. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Et merci à tous pour ces échanges passionnants sur la manière d'identifier les compétences d'avenir qui s'inscrivent donc dans ces transformations numériques, environnementales et sociétales de notre économie. Et justement, une question maintenant, quelle acceptation sociale des transformations dans les entreprises? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Bruno Metting, le président de Topix.